Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Donc, dans cette vidéo, on sait bien de quel show qu'elle on va s'attaquer, et ce show en question, je vais vous le donner tout de suite en mille. Il s'agit de WWE World Wrestling Entertainment, SNME. Enfin, vous saviez de quel show il s'agit. Saturday Night's Main Event, et auquel ça s'est déroulé à Salt Lake City, si je l'interprète correctement. Bon, après, on peut l'interpréter comme Salt Lake City, mais bon, faut le dire de manière un peu plus précise. Et du coup, ben, dans ce show-là auquel on va parler, ce show spécial qu'on nous vend comme un PLE PPV, et je vais vous le dire tout de suite. Hier soir, quand je l'ai regardé, je me suis endormi. Tout simplement, je me suis endormi. Parce que je trouvais que la carte était prévisible, le résultat est prévisible, et ce show était prévisible. Tout simplement, je me suis endormi, tout simplement en plein milieu du match, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je reprenne conscience en me réveillant. Eh ben, je m'étais rendu compte que c'était terminé. Et du coup, je me dis, dommage pour moi si j'ai pas su aller jusqu'au bout en regardant le show. Mais je me suis fait chier, hein, je vais pas vous mentir, je me suis fait chier, tout simplement. Donc, bien sûr, je vais vous parler du premier match. Et le premier match, ça démarre crescendo pour le titre incontesté de la WWE. Et il y a une stipulation, si le champion en titre se fait décompter ou disqualifier, ou tout simplement s'il perd par tombée ou soumission ou même par KO, eh bien, il perd le titre. Mais en revanche, si le challenger se fait disqualifier ou décompter ou perd par tombée, soumission ou KO, bah tout simplement, bah, le titre restera au champion et pas l'inverse. Donc je veux bien sûr parler de American Nightmare Cody Rhodes contre le soi-disant American Dream Drew McIntyre. Et du coup, ben, c'est sûr que l'histoire entre les deux ne se termine pas. On se rappelle de ce match un peu chaotique, je vais pas vous mentir, lors de WrestlePalooza, et auquel, ben, encore une fois, ben, Drew McIntyre se fait passer pour un couillon de service, une pleureuse, un chialeur, un chieur de première. Et du coup, bah, de toute façon, ce qui va arriver dans le show, bah, il va encore se faire passer pour un guignol de service. Donc, sincèrement, Drew McIntyre, je sais pas ce que vous faites la WWE avec lui, mais si vous voulez vraiment pas l'utiliser correctement, ou plutôt de le faire jobber comme un véritable jobber pour qu'il reste un an sans champion, bah c'est simple. La seule solution pour vous, la WWE, bah, libérez-le de son contrat. Laissez-le catcher ailleurs. Si c'est comme ça. Non, mais franchement, ça. Je. Quand on regarde la carte et le match, on se dit, bah, il n'y a pas moyen que Cody Rhodes perd, en fait. Et du coup, quand en fait, quand je me suis réveillé, ben, je voulais regarder pour voir tout le déroulement. Et du coup, ce que j'ai vu, c'est que Drew McIntyre voulait se jouer un peu stratégique. Il voulait essayer de pousser à bout Cody Rhodes dans ses retranchements. Donc, le faire commettre une erreur. Un peu comme ce qui s'est passé lors d'une autre édition de SmackDown, lorsqu'il avait complètement pété les plombs. Et quand Cody Rhodes avait pété les plombs, on se dit ça y est, il va effectuer un heel turn, ça va être officiel. Bien sûr, nous, en tant que fans, enfin, moi je le pense pas du tout parce que moi je m'étais dit qu'ils allaient pas le faire tourner heel. Ils vont encore jouer dans ce coup de la colère, ouais, Drew McIntyre qui dépasse les bornes à force de chercher la merde avec tout le monde. Du coup, c'est ce genre de booking de merde auquel, ben, quelque part, Drew McIntyre est entre guillemets lié.
et qu'à chaque fois c'est lui qui se fait tout le temps prendre pour un con, tout le temps. Alors soit c'est de sa faute, soit c'est la faute des bookers, mais c'est sûr que il ne fait que perdre en ce moment. Et c'est sûr que de le voir McIntyre perdre, on se dit, ben, s'il vous plaît la WWE, vous êtes en train de tout gâcher. Si vous voulez le virer, allez-y. Et que bah, tout simplement, comment Drew pourrait se relever de cela en sachant que il essaie de jouer le méchant, ça ne suffit pas, il se fait encore avoir. Et que le suspense, il n'y a vraiment pas de suspense. Donc, je sais dans le match, il a voulu jouer stratégique, mais pourtant, tout ça va se jouer contre lui. Et à un moment donné, Cody Rhodes a failli aussi bah, surprendre Drew McIntyre en essayant de le piéger, en simulant une blessure au genou. Limite, il nous fait une Neymar. Et du coup, bah, à ce moment-là, je n'y croyais pas du tout, mais clairement pas du tout, parce que par la suite, après que le réalisateur du replay a failli nous surprendre, eh ben, on le voit courir dans les cordes pour faire un Cody Cutter, et, euh, et comme par hasard, ben, ça joue le canard boiteux, parce on a mal au genou, mais je n'y croyais absolument pas du tout aux offenses. Je trouvais que c'était trop scénarisé, enfin, on sait que c'est scénarisé, mais je trouvais que c'était trop exagéré, mal amené, pas très bien amené comme il se doit. Je trouvais que c'était un peu téléphoné, tout simplement. Comme l'action qui va suivre avec le ref bump de l'arbitre, parce que l'arbitre va se manger un Cody Rhodes de plein fouet et qui va rester ben, par terre à faire le mort. Ça va permettre à Drew McIntyre de utiliser la triche, oui, utiliser la facilité pour tricher. Car oui, un homme désespéré utilise des tactiques désespérées. Est-ce que ça va porter ses fruits? Ou alors tout ça ne sera qu'un avant-goût de sa futur échec? Bah pour moi, que ce soit dans les deux cas, c'est une future échec qui va arriver. Parce qu'après, au bout d'un moment, un coup qu'ils sont tous les deux par terre, eh ben Drew, il avait la ceinture dans les mains, mais Cody Rhodes lui fait un DDT et du coup, ben, il atterrit la tête sur la ceinture. Donc on pourrait dire que Cody Rhodes a triché durant le match, on pourrait dire ça, et que comme par hasard, comme par magie, l'arbitre se réveille, il fait "Oh, qu'est-ce que j'ai mal! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu toute l'action." Mec, on sait que t'étais couché et on sait que t'as vu l'action et tu te relèves comme si comme si on t'avait activé une sonnette de ton réveil. Frère, un peu de réalisme quoi. Et ça va permettre à Cody Rhodes d'effectuer un Crossroads pour la victoire. Donc oui, encore victoire de Cody Rhodes. On pensait qu'ils allaient miser une petite pièce. Enfin, moi, je voulais mettre une petite pièce de 1 cent pour une victoire de Drew McIntyre. Et finalement, bah, c'est toujours victoire de Cody Rhodes. Donc, ça y est. Si j'étais Drew McIntyre, je me retirais définitivement à la course au titre mondial. Parce que c'est plus possible au bout d'un moment. Repart de zéro. euh, Capture peut-être les titres secondaires ou les titres par équipe, mais ne casse plus les couilles parce que tu n'arrives plus à capturer un titre mondial, parce que les officiels, les bookers tels que Nozman, qu'on sait à propos de Triple Bus, Triple Nez, Triple H, bref, Triple Andouille, ne veut pas te voir dans le main event, il veut encore te voir galérer, encore, et encore, et encore, et encore. Donc, Hunter ne fait que faire galérer Drew McIntyre, tout simplement. Et du coup, retire-toi de la compétition. Je sais pas, moi, si la WWE veut le virer, qu'il le fasse tout de suite, et que peut-être qu'il faudrait qu'il reparte encore de zéro. Pourquoi pas catcher dans une autre promotion et faire un tacle à la gorge à la WWE. Qui sait? Mais ça n'arrivera sans doute jamais, parce qu'on sait qu'il a signé un nouveau contrat, et on ne sait pas la durée de son nouveau contrat. Donc on préfère plus du tout savoir.
Mais bref, victoire de Cody Rhodes. Oulala, merci, on est ravis. Bref, bref, je passe quoi. Oui, je suis blasé, hein, je suis blasé. C'est en regardant le show, en me réveillant que je suis blasé, tout simplement. Donc il y a de quoi que je sois un peu excédé de ce résultat. De toute façon, comme j'ai dit, ce show est tellement prévisible, ennuyant à mourir que tout ça est prévisible, quoi. Putain. Enfin, excusez-moi pour les gros mots, mais quand même. Putain. Donc match numéro 2, c'est pour le titre féminin de la WWE entre Jade Cargill contre Tiffany Stratton. Ah bah c'est sûr que le temps de Tiffy est maintenant dépassé maintenant. Vu comment l'horloge, la montre n'est plus du tout à l'heure Tiffy, hein. C'est sûr que ça déraille complètement. Car désormais, bah, c'est l'heure de la venue d'une tempête. Et que récemment, Jade Cargill, bien sûr contre Tiffany Stratton, a effectué un heel turn très récemment. Et là, on se dit, bon, on est passé de deux ou trois tentatives de remporter le titre, et ça ne suffit toujours pas. La première, elle s'est fait avoir comme une débutante finie, Jade Cargill. La deuxième, je pense qu'elle avait été battue clean par Tiffany Stratton pour de bon. Même si dans leur premier affrontement, elle avait été battue clean, mais dans le troisième confrontation, il y avait eu intervention de Nia Jax. Et bien sûr, on se rappelle de ce célèbre botch qu'il y a eu avec l'arbitre et Nia Jax, et auquel je trouvais ça assez irritant de voir ce match-là. Bref, c'est une horreur, vraiment une horreur. Avec tout le respect que j'ai pour ces dames, je trouve qu'ils ont fait n'importe quoi. Voilà. Moi, je le vois de cette manière-là. Pour moi, elles ont fait totalement n'importe quoi. Et de toute façon, il était temps de passer à autre chose et de couronner une nouvelle championne. Et du coup, justement, on a une nouvelle Jade Cargill qui devient plus agressive que jamais. Même si Tiffany aura beau se défendre et que malgré la petite blessure au genou que Jade Cargill lui avait fait lors du SmackDown précédent, pas ce qui s'est passé la semaine, enfin cette semaine-ci, mais l'autre semaine, tout simplement, Jade Cargill veut normalement, en temps logique, exploiter sa blessure. Mais sauf que je trouvais qu'elle travaille pas du tout sur la blessure de Tiffany Stratton. Normalement, quand on voit un bandage au niveau du coude, du genou, ou même de la main ou du pied, tu t'acharnes sur l'ouverture. Tu travailles comme à la manière des Forceman. Tu t'acharnes et tu fais à tout prix de pas lâcher, de mieux exploiter pour par la suite que son travail porte ses fruits. Mais non, au lieu de ça, on a eu, certes, grosse puissance de la part de Jade Cargill, le côté aérien et acrobatique de Tiffany Stratton qui peut faire tout son sens, mais au bout d'un moment, elle voulait effectuer sa prettiest moonsault ever, mais pourquoi elle effectue un prettiest moonsault ever alors que tu as déjà entre guillemets le genou en compote, même si on sait que la blessure n'est qu'une storyline, on le sait. Pourquoi tu veux tenter alors que tu as mal? Ça n'a pas de sens. Cody, Cody a voulu jouer sur ça pour flinter. C'était cramé d'avance, mais là, c'est un peu stupide, hein. Et là, je me dis, faire une action comme ça, c'est avoir une réaction idiote, quand même. Très idiote. Et pourtant, après que Jade Cargill ait pu prendre du poil de la bête, elle va effectuer, je crois, 2 ou 3 Fallaway Slam, puis la première powerbomb auquel ça va passer au compte de 2, puis elle va effectuer la deuxième et la troisième, et elle en termine avec son Glam Slam qui est le Jaded, et qu'elle va effectuer le pin pour la victoire. Donc c'est victoire de Jade Cargill, qu'elle devient la nouvelle championne féminin de la WWE. Et ouais, il y a peut-être quelque chose à faire avec Jade Cargill. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et malheureusement pour Tiffy, je trouvais que son run en tant que championne était fade.
Pourtant, elle a eu des confrontations très épiques contre la plupart des catcheuses, mais parfois ça venait toujours au même. Parfois c'était les mêmes affrontements avec Nia Jax, puis très différemment quand il y avait Charlotte Flair, ou récemment avec Jet Cargill. Bref, j'avais l'impression que son règne était fade en fait. Et aussi, tout comme Cody Rhodes, tout comme Seth Rollins ou Gunther, ou même d'autres championnes comme Liv Morgan, Rhea Ripley, j'en passe d'autres, je trouvais que Tiffany Stratton, comme, comme tous les championnes et champions que j'ai cités précédemment, je trouvais qu'elle était trop posée sur ses acquis. Et que je trouve que les champions et les championnes à l'heure actuelle veulent plus faire d'efforts pour catcher chaque semaine, pour nous faire vibrer un bon show et un bon match et tout. Il y a plus ça maintenant. Et du coup, on se dit, que ce soit Cody Rhodes ou n'importe qui d'autre, on sait que à cette ère d'aujourd'hui, les champions sont devenus trop paresseux, tout simplement. Un coup qui catch, ok, ils donnent le meilleur de eux-mêmes, mais maintenant, chaque semaine, c'est plus possible. Hein, maintenant c'est easy. Maintenant, on préfère soit rester chez soi ou rester en coulisses, se la couler douce et de mater la téloge pour voir les autres catcher. Pendant que eux se cassent le cul, les champions, eux, se posent sur les acquis. C'est ça auquel maintenant je les reproche actuellement. Et je comprends d'une part pourquoi The OG reproche aussi ça aux champions actuels. D'ailleurs, je pense que Lord Walid, oui, parce que je tenais à citer Lord Walid, aussi, je pense qu'il fait aussi la critique de cela, des trucs qui ne vont absolument pas dans la WWE actuellement. D'ailleurs, maintenant, dans le monde du catch aussi, il y a des trucs qui vont pas du tout actuellement. Mais bref, je m'égare un peu du sujet, si ce n'est que peut-être que j'ai assez trop dit que je préfère passer à la suite. Et du coup, vous avez compris, victoire de Jet Cargill. Maintenant, attendons voir par la suite. Et la suite, c'est le match numéro 3. Et c'est un triple threat pour le titre intercontinental de la WWE entre The Dirty Dom, oui, ce sale dom-dom, Dominic Mysterio, entre guillemets, le roi des luchadors, le roi des Mysterios, qui va affronter et qui va tout simplement les battre. Oui, parce que je dis tout simplement qui va les battre. Penta et Rousseff. Même si on n'est pas encore arrivé au résultat concret, tout simplement, ce match-là est venu parce qu'il fallait remplir au moins une carte de 4 matchs. Et ce que j'en ai pensé, il n'y a pas de suspense, hein. Pas de suspense. D'ailleurs, au passage, Penta et Rousseff se font vraiment passer pour des guignols. Surtout, le plus humiliant, c'est Rousseff. Hein. Lui qui est un genre de Monster Hill. Tu, euh, tu as fait de lui, au tout début à la WWE, un genre de bulgaro-russe absolument brut, invincible, imbattable. Et depuis, ça s'est dérapé. Il y a eu le Rousseff Day. Le public était à fond derrière lui. Les officiels n'étaient pas derrière lui. Il a dû quitter la WWE pour la EW pour se réinventer. Mais là-bas, il sera que très peu utilisé. Il aura le titre tout simplement TNT. Et après, il perd le titre. Et par la suite, plus rien pour lui. Il demande à être libéré de son contrat. Il revient à la WWE. Et là, on se dit, ça y est, il va devenir quelqu'un d'important. Il va peut-être capturer un nouveau titre. Pourquoi pas recapturer le titre US. Ou peut-être même un nouveau titre. Le titre IC, intercontinental. Ou un titre par équipe. Ou qui sait si vous en faites quelque chose avec lui, comme un heal qui paraît être une menace pour certains main eventers, pourquoi pas le faire avancer vers le titre mondial? Eh ben, que nenni! Que nenni! On le fait feuder avec Dominic Mysterio, que comparé à Rousseff, Dominic Mysterio est très ingrat. D'ailleurs, j'aime pas comment il fait ses fameux poses plastiques comme s'il avait des muscles, alors que pour moi, il a pas du tout de muscles. Mais ça, c'est plutôt pour la provocation. En fait, tout ça se résume par la provocation de Dominic Mysterio, comme par exemple, regardez, j'ai des sacrés biscottos,
Regardez ma stache, regardez ma coupe de mulet, quoi. Bref, le mec est un âne, le mec est un burrito, le mec est un abruti, le mec est un couillon. Voilà tout. Et Penta, alors certes, il peut en quelque part être le successeur entre guillemets de Rey Mysterio, mais est-ce que il est fort possible que ça pourrait être un échec pour succéder à Rey Mysterio? Parce qu'on sait, beaucoup de luchadors ont essayé de le succéder, ça a été un échec. On pense notamment à Sin Cara et à Kalisto. Même Lince Dorado, Grain Metallic. Et je serais pas étonné si des mecs comme Dragon Lee ou Penta et Rey Fenix peuvent aussi subir ce genre d'échec. Parce que pas de chance, le roi des luchadors, ça restera toujours Rey Mysterio et puis c'est tout quoi. On sait pas, on sait pas dire mieux, on sait pas faire mieux. C'est comme ça et voilà, on vit avec tout simplement. Mais aussi le problème avec Penta, c'est que je trouve qu'il fait un peu trop, il fait un peu trop le dandineur. Enfin, à chaque fois quand il fait une petite démarche en avançant lentement, sans nonchalance, enfin nonchalante quoi. Eh ben, je trouve qu'il en fait beaucoup trop des caisses. Comme je l'ai dit à l'époque à la EW, je trouvais qu'il faisait beaucoup trop à chaque fois des zéro miedo et qu'on a absolument compris, c'est bon, on a compris ce que ça voulait dire, même si on nous a traduit comme quoi c'est zéro peur, on le sait, zéro miedo, zéro peur, zéro fear, tout simplement, on a compris. Maintenant, si c'est pour avoir zéro victoire pour un titre, bah ça sert plus à rien quoi. Ça sert plus à rien. Même si je comprends que les fans adorent Penta. J'adore en partie Penta, mais j'aime pas comment il prend trop son temps. Par exemple, j'aime bien comment Johnny Catch avait souligné lors de Night of Champions, lors qu'il y a eu le gros guet-apens avec The Vision, pardonnez-moi, qui s'en prenait à CM Punk et à John Cena, ben, qu'est-ce qu'il faisait, Penta? Eh ben, il arrivait, il faisait sa petite mimique, et du coup, ben, au lieu de faire ça, t'aurais dû courir, précipiter et t'acharner sur eux, mais non, tu fais n'importe quoi, et du coup, ben, c'est assez chiant, quoi. C'est assez chiant. Au bout d'un moment, arrête de faire ça, arrête de faire que zéro miedo, et sois un peu plus sérieux, quoi. Même si on sait que le ridicule ne tue pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise à part que dans le match, on a eu des enchaînements, surtout de style lucha de la part des deux, de Penta et de Dominique Mysterio, alors que du côté de Rousseff, c'est plus de la force et la brutalité. Et au bout d'un moment, je crois qu'il va avoir Dominique Mysterio qui va apporter une chaise et qui va donner à Rousseff pour que l'arbitre se retourne. Oui, il nous fait encore une Eddie Guerrero. Encore. Est-ce qu'on est encore obligé de faire encore une Eddie Guerrero, s'il vous plaît? Je sais que c'était un des meilleurs catcheurs, mais vous en faites beaucoup trop avec Eddie Guerrero. Au bout d'un moment donné, laissez-le tranquille et soyez vous-même au lieu de vous prendre pour des gens que vous n'êtes pas, quoi. Et du coup, bah, de toute façon, qu'on compare Dominique Mysterio à Eddie Guerrero, bon, oui, on sait qu'il y a eu un segment en 2005 comme quoi il était présumé le père de Dominique, mais on sait que tout ça n'était que, certes, bien raconté, mais on a compris que c'était pas du tout le cas. Et du coup, qu'on voit maintenant, on pourrait dire à Dominique Mysterio, Dominique Guerrero, mais moi je trouve il n'est pas Eddie sur certains points. Parce que déjà, Eddie, ce qu'il avait que Dominique n'a pas, c'était au moins une musculature concrète. Même si on sait d'où ça vient l'origine de sa musculature. Pourtant, je ne tacle pas le physique. Je dis que tout le monde peut être bien dans sa peau. S'il y en a qui sont bons en étant minces, il y en a qui sont bien en étant gros, il y en a qui sont bien en étant normal, naturel, un physique qui n'est pas trop gros ni trop mince,
ni trop musclé et pas trop squelettique. Mais voilà quoi, je ne tacle pas le physique. Mais sinon, je trouve que Dominique n'a pas ce que Eddie avait, tout simplement. Et du coup, oui, en parlant du spot de la chaise, parce que je m'étais un peu égaré à propos de ça, ben, il donne la chaise à Rousseff, l'arbitre le voit et il dit: Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends pas les règles ou quoi? Tout est permis, vous avez le droit d'utiliser les chaises tant que vous voulez. S'il y a intervention, bah c'est pas mon problème. Le match se terminera quoi qu'il arrive, une victoire de l'un ou pour l'autre, mais pas de disqualification. Et du coup, ben, Rousseff, il va se saisir d'une chaise, il va le tabasser avec, puisque c'est vrai qu'il en prend beaucoup pour son grade, Dominique Mysterio. Au début, ben, c'est sûr que Penta et Rousseff étaient acharnés sur lui, et là, ben, on sait que la question, comment il va faire pour survivre face à ces deux monstres, quoi. Et du coup, bah, il a l'astuce. Il va se faire éjecter à l'extérieur du ring et laisser entre Penta et Rousseff. Et au moment où Rousseff est en partie à faire l'accolade à Penta, eh ben, il va effectuer l'accolade, mais la cloche sonne et Rousseff pense avoir la victoire. Mais tout ça n'était qu'une ruse, vu comment c'était Dominique Mysterio qui avait fait sonner la cloche et qui va s'emparer du marteau de la cloche pour effectuer la même tricherie qu'il fait depuis des semaines, quitte à dire d'utiliser une cloche, enfin, pas la cloche, le marteau de la cloche pour tricher en scred. Sauf que tout est permis, donc ils peuvent se le permettre. Et quand Penta est en pleine possession du marteau de la cloche, il veut frapper en plein visage sur Dominique Mysterio, qui est une chose assez dangereuse. Finalement, il tape sur Rousseff. Bien sûr, Dom va saisir l'opportunité et il va effectuer son frog splash pour la victoire. Donc c'est lui qui bat Rousseff et Penta sur une victoire un peu ballot, je trouve. Je trouve ça vraiment assez ballot. Donc voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que je passe au main event. Et le main event, c'est le genre de match de la carte principale, enfin du show ou du match plus précisément qui va clôturer le show, auquel personne ne voulait voir. Apparemment, en ligne, personne ne voulait voir ce match parce que tout simplement, à mon avis, le problème c'est Jey Uso. Je pense pas que le problème vient de CM Punk. Enfin, on, on peut avoir des raisons de détester CM Punk. Je dis pas le contraire. Mais, mais c'est vrai que à cause de son hypocrisie et de son opportunisme sans faille et ses déclarations un peu trop brutes, un peu trop problématiques, on peut s'en- on peut pas s'empêcher d'avoir une petite dent contre lui. Et d'un autre côté, Jey Uso, qui est trop surpushé par la WWE, selon moi. On sait que le push, ça a pris 2 ans, je pense, de 2003, 2004 jusqu'à 2025. On sait que lorsqu'il avait gagné le Royal Rumble, ça avait fait jaser beaucoup plus de personnes. Il y a eu des ratios de dislikes à gogo. Puis, lors d'un match contre Grayson Waller en Belgique, eh ben, il y a eu une ration de dislikes parce que ce mec, non seulement il a effectué un spear et compte de 3 la victoire et qu'il a même botché son fameux Tope Kan Hero ou Tope Suicida. Donc il a botché son saut à l'extérieur. Et puis il a remporté le titre des mains de Gunther sur une soumission la plus ridicule. Donc c'est sûr que en ce moment, Jey Uso ne cesse d'enchaîner les nombres de dislikes par les fans mécontents en ligne. Et quand il a battu tout le monde dans la bataille royale, alors qu'il y avait des tas de mecs qui méritaient être sur la carte pour une chance au titre, comme par exemple LA Knight. LA Knight, je vous le dis tout simplement, même si Pierre-Paul a voulu me faire comprendre que s'il serait enterré, il ne serait pas dans la carte du show,
il n'aurait pas eu autant d'opportunités que ça, et basta. Oui, je sais je cesse de répéter Pierre-Paul, ce n'est pas que je ne t'en veux à propos de cela, mais moi je te parle d'une chose comme quoi, ben, LA Knight, il est enterré par le booking de Triple H. J'ai l'impression que Triple H ne fait absolument pas confiance. Il voit quelqu'un qui peut potentiellement être une star, vu comment apparemment les sponsors comme Slim Jim et autres petits sponsors apprécient LA Knight, vu comment il peut faire un peu comme Macho Man Randy Savage, avec un petit côté The Rock et Stone Cold Steve Austin. Bah, d'un autre côté, moi je l'aurais mis un push et, et je le ferai, quoi qu'il en soit, le faire gagner soit une bataille royale du Royal Rumble, qui main event le WrestleMania et qui devient champion. Moi j'aurais fait ça. Mais ce qui n'est pas le cas de Triple H. Vu comment, voilà comment je dis, dans le booking de Triple H, LA Knight se fait enterrer carrément. Drew McIntyre, vu comment, à l'heure actuelle, c'est maintenant un Gugus, un Guignol, un loser, un putain de râleur, ben, il se fait enterrer quelque part. Même s'ils veulent nous faire prouver le contraire, que non, il n'est pas enterré, tout ça fait partie d'une storyline, tout ça fait partie du booking. Mais ça se ressent, la lassitude, quand les fans sont lassés de voir ça, bah, on, on a envie carrément rage quit. Beaucoup en ont certains rage quit. Parce que depuis l'arrivée de la WWE sur Netflix, le but initial était de rassembler un large palette du public. Et vu comment le booking n'est pas top, les résultats sont pas top, je comprends pourquoi certains s'en aillent. Et du coup, ben, à l'heure à l'heure de cette année-ci, c'est sûr que la WWE fait leurs pires audiences en fait. Les ratings ne manquent pas du tout, et du coup, ben, quelque part, ben, tout est lié au booking désastreux de Triple H. Et d'ailleurs, certains fans veulent que Triple H s'en aille de la WWE. Alors d'une part, peut-être qu'il pourrait s'en aller au niveau booking, mais au niveau de la compagnie, peut-être pas. Peut-être qu'il pourrait travailler dans les bureaux, qui sait. Mais je pense pas qu'il le fera. Parce que en booking, c'est sûr que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus si ce n'est que tout va mal, tout le reste ne va pas très bien. Comme j'ai dit, Jey Uso enchaîne que des dislikes et du coup, ben, on a un match totalement bâclé lors de Night of Champions, enfin Night of Champions, Saturday Night's Main Event entre CM Punk et Jey Uso. Logiquement, ça devait être Seth Rollins, mais vu comment il s'est blessé, on a dû prendre un plan C, un plan D, un plan E, peu importe les plans alphabétiques, il fallait au moins compléter une carte et malgré qu'il n'y avait pas d'histoire, on veut faire quand même le entre guillemets meilleur match. Et du coup, ce match-là, quel ennui, je vous dis, ça a été une ennui totale. Ouais, parce qu'on sait ce qui va s'en suivre. Jey Uso qui ne fait que des hits. D'ailleurs, c'est vrai que à propos de Jey Uso, quelque part, on n'a pas une haine envers la personne, on n'a pas une haine envers Jey Uso. En fait, on a plus une haine au niveau du catcheur que l'homme. Et on trouve aussi qu'on a un peu la haine envers la WWE à l'heure actuelle parce qu'elles enchaînent les mauvaises décisions. Et la mauvaise décision, c'est de trop pousser Jey Uso vers le main event de manière un peu forcée. Et d'ailleurs, je sais même pas si tout ça vient de Triple H ou WWE ou TKO. Est-ce que c'est The Rock? Est-ce que c'est l'un de la famille de Jey Uso qui le pousse? Comme Rikishi. Je trouve que Rikishi l'ouvre un peu trop ces temps-ci pour qu'on pousse Jey Uso vers le main event. Au bout d'un moment, faudrait qu'il arrête de trop forcer les choses. Même s'il n'a pas d'influence, enfin j'espère qu'il n'a pas de l'influence au niveau booking de la WWE. En interne,
Je l'espère pas, parce que ce serait une mauvaise idée de donner de l'influence à des personnes, même si c'est une légende qui n'ont, selon moi, qui ne connaissent pas trop de comment ça doit fonctionner une bonne compagnie qui va être la numéro une. Pour moi, c'est cela. D'ailleurs, on sait que tout ça est un peu à cause de lui, à cause de la négligence qu'il a eue dans son show euh, lorsqu'il y a eu l'incident avec Raja Jackson et Psychos 2. On sait que tout ça vient d'à cause de lui. Et j'espère que au bout d'un moment, il faudrait qu'il la ferme au bout d'un moment. C'est pas possible. On adore Ikishi, mais ferme-la quoi. Ferme-la au bout d'un moment. Et même si, comme j'ai dit, on a beau peut-être pas aimer CM Punk, au moins CM Punk, ce qui est sûr, c'est que il est un peu meilleur que Jey Uso sur l'aspect in-ring, un peu au niveau micro. On va dire ça comme ça. Parce que Jey Uso, quelque part, quand il fait son entrée, on sait qu'on aime bien Yité, on a envie d'y Yité avec lui, mais un coup que la cloche sonne, c'est fini. Hein. Un coup que la cloche sonne, il y a que des trucs pourris en fait. Et en plus, qui ne connaît que les moves, qui connaît que des super kicks, Uso Splash, Rip Attack, euh, Samoan Drop et maintenant le Spear. Bref, il connaît que quelques peu de prises et du coup, ben, on se dit, ben, il est très limité. Et du coup, ben, s'il faut le remettre champion à Jey Uso, ben, c'est sûr que ça va encore faire rager. Et d'un autre côté, apparemment, la WWE n'en a absolument rien à foutre des réactions négatives en ligne. Parce que pour eux, en fait, la WWE, les réactions positives, c'est sur place. Alors, quelque part, oui, ils veulent capitaliser les gens sur place, mais t'as quelques gens sur place qui en ont aussi ras-le-bol de Jey Uso, hein. Même s'il y avait une large palette de public qui chante Hit, 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 mais à mon avis, il y en a qui font ça de manière très forcée. Ou alors ils sont tellement stupides, les Américains. D'ailleurs, désolé pour Lord Walid, parce que je crois que tu es américain. Donc, I'm sorry, Lord Walid. Euh, mais il faut le dire au bout d'un moment donné, je trouve qu'ils sont un peu stupides de l'encourager à tel point. Parce que pour eux, Jey Uso, il est vendeur. Il vend tout ce qui est t-shirt Yeet, lunettes Yeet, les accessoires Yeet. Oui, on a compris. Mais non, quand même, non. Donc, comme j'ai dit, le match était ennuyeux. On a eu que des spots auxquels c'est du pur classique de la part de Jey Uso et un petit peu de CM Punk. Mais CM Punk, ça peut encore aller, vu comment il nous sort aussi ces fameux classiques, la descente du coude à la Macho Man, les running knee au niveau du coin avec la clothesline ou un bulldog. Des tentatives de go to sleep. Quelques-uns va passer, d'autres pas du tout. Et également tentative de pedigree et de Anaconda Vice. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand Jey Uso a démoli CM Punk en le faisant passer encore à travers la barrière, encore les mêmes spots qu'on voit chaque année maintenant. Le Uso Splash, on a cru que c'était terminé pour CM Punk. Finalement, pas du tout. Et par la suite, il retente un spear mais totalement pourri. Et d'ailleurs, au passage, CM Punk aussi a effectué un spear complètement pété. Et que par la suite, il va avoir des enchaînements de Anaconda Vice et un slipper. Ce même slipper qui a fait abandonner Gunther de manière pétée également. Ça retourne la situation. Puis des tentatives de go to sleep qui vont passer cette fois-ci parce que à la toute fin, il va enchaîner avec, je crois que c'était un ou deux go to sleep de JTS et qui en viennent à bout de Jey Uso. Donc du coup, c'est CM Punk qui retrouve l'or sur les hanches, sur les épaules, ce que vous voulez. Il capture le titre qu'il avait perdu contre Seth Rollins. Et maintenant, la question que je me pose, est-ce que tout ça est peut-être vrai? Est-ce que LA Knight pourrait avoir une nouvelle chance pour affronter un champion en titre pour devenir une nouvelle fois, enfin, pour une ultime fois champion pour de bon? Telle la question que je me pose, mais pour l'instant rien n'est sûr.
Et en connaissant Triple Noise, je sens qu'ils vont sûrement encore faire perdre les Knights, hein. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, je crois que j'ai déjà assez tout dit à propos de ce show qui était ennuyant et auquel je ne vous conseille pas. Peut-être qu'il y en a qui vont peut-être le regarder, mais vous allez très vite déchanter quand vous allez vous ennuyer. Moi, je m'étais endormi en plein milieu du show et du coup, ben, je vous conseille pas absolument du tout. Et voilà, du fait que tout ça vous aura plu de ma vision que j'ai eue à propos de ce show, je vais vous laisser à la conclusion. Merci à tous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.